Alors, je m'appelle Baptiste Morisot, je suis maître de conférence en philosophie à l'Université d'Aix-Marseille et je suis un philosophe de terrain. J'essaie de penser nos relations avec le vivant dans un monde qui est en train de devenir fou. Il y a une question qui m'intéresse aujourd'hui et qui a un peu à voir avec l'enjeu clé que je voulais porter. C'est une énigme qui est comment, alors même qu'on a le savoir que la forme de l'économie et de la société qui est la nôtre génère une destruction des conditions d'habitabilité de la planète, comment ça se fait que non seulement ça ne crante pas dans la société civile et que même on assiste à une contre-révolution anti-écologique qui se manifeste notamment dans les urnes, dans toute une série d'endroits. Et l'énigme qui m'a fasciné, c'est comment, dans certaines villes qui ont subi des inondations, par exemple Valence en Espagne, alors qu'ils pouvaient avoir à certains égards une sensibilité écologiste, quelques mois après, ça s'est retourné et ils se sont mis à voter pour des partis d'extrême droite, ou en tout cas de style anti-écologique. Alors même que les inondations sont façonnées amplifiées par le changement climatique. Et donc, ce qui m'a marqué, c'est cette phrase qui revient, qui est une phrase portée par l'extrême droite qui dit en fait, c'est la faute des écologistes s'il y a eu des inondations, parce que en fait, les écologistes vous ont interdit de nettoyer les rivières pour les poissons, et donc c'est à cause de ça que les inondations ont eu lieu. En termes d'écologie, c'est absolument faux, mais ce qui se joue là, pour moi, est fondamental, parce que c'est l'idée que ça active une pulsion politique. C'est la pulsion politique qui, à mon sens, joue un rôle clé dans le recul de l'écologie, alors qu'on sait, c'est cette pulsion qui dit, en fait, il y a un système qui fait passer des moins légitimes que moi avant moi. Alors même que les humains, les habitants humains se sentent en détresse, ils ont le sentiment que l'écologie fait passer des poissons, des grenouilles avant eux. Et c'est la même idée que lorsque ils ont le sentiment qu'on fait passer des migrants avant eux ou des minorités sexuelles avant eux. Finalement, cette idée, il y a des moins légitimes que moi qu'on fait passer avant moi. C'est une sorte de signifiant vide dans lequel on peut mettre aussi bien des migrants, des homosexuels, des grenouilles, des poissons, la nature. Et pour moi, ça nous dit aussi quel discours écologique ne tient plus. On ne peut plus avoir un discours écologique qui dit on va faire passer la nature au détriment des sociétés humaines. Et on a besoin d'une autre pulsion politique. C'est ça qui m'anime. Je n'ai pas du tout la solution, mais moi, une pulsion qui me parle, même si elle n'est certainement pas à la hauteur, c'est on est face à des bouleversements qui arrivent et qui vont s'amplifier. Et c'est la pulsion de chercher des alliés dans la tempête. Et ces alliés, pour moi, c'est en grande partie les autres vivants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, première réponse, la plus honnête et la plus claire, je n'en ai aucune idée. Je n'ai pas de programme d'action générale et je pense qu'il faut faire le deuil de l'idée qu'il va y avoir une solution systémique et globale. Par contre, très clairement, on est dans une situation dans laquelle, alors même que le discours de l'écologie politique au sens de la prise en compte du rôle de la vie sur Terre quant à maintenir l'habitabilité de la planète, alors que ce discours est en train de perdre la bataille médiatique et politique, il me semble qu'il y a quelque chose de très important à maintenir à chaque fois que c'est possible des foyers de résistance et à comprendre la nature de l'adversité. À mon sens, répéter que c'est des enjeux scientifiques et qu'on n'a pas assez de savoir n'est pas à la hauteur du problème. On a le savoir, on en dispose. Les rapports scientifiques consensuels comme ceux de l'IPBES et du GIEC sont limpides. Et pour moi, ce qui se joue, ce sont des pulsions politiques. Et la question, c'est comment on s'engage sur ce terrain-là pour proposer des alternatives locales et globales qui sont capables d'activer des pulsions politiques suffisamment intenses pour contrer les pulsions de fermeture, de violence et d'exclusion qui sont aujourd'hui en train de prendre le pouvoir. À mon sens, une manière d'inciter les gens à changer de paradigme dans leur compréhension du monde vivant, c'est de changer ce qu'on appelle la grammaire environnementale, c'est-à-dire la manière dont on parle de nos relations avec le monde vivant. Pendant le XXe siècle, longtemps, l'écologie s'est construite sur l'idée qu'il y avait des belles espèces, loin là-bas, menacées, rares. Et finalement, on avait un excédent de capital généré par l'économie. Et cet excédent, on allait faire des donations. Et puis, il y a des associations qui allaient protéger ces espèces. Mais c'est un malentendu colossal sur la nature de nos relations avec le monde vivant. Le monde vivant, ce n'est pas des papillons ou des beaux dauphins là-bas qu'il faudrait protéger. C'est avant tout les acteurs quotidiens qui rendent le monde habitable. Les pollinisateurs, les insectes dans leur diversité qui pollinisent, sont absolument cruciaux pour rendre possible l'agriculture. Le cycle de l'eau qu'on boit dépend absolument de l'activité des vivants, des forêts, des ripisylves, de la faune des sols. Et donc c'est cette idée que
c'est le monde vivant dans sa diversité qui rend le monde habitable pour nous. Et ça bascule, à mon sens, cette question des alliances, parce que et c'est ce sur quoi je travaille, moi, dans mon dernier livre, Rendre l'eau à la terre, où le personnage du castor est très charismatique de ce point de vue-là, parce que c'est un animal qui, dans son activité spontanée, protège les milieux et donc les sociétés humaines face aux inondations, face au feu, face aux sécheresses. Ça permet de repenser, dans une période de crise, dans une tempête qu'on va traverser, la question de nouer des alliances pour traverser ces turbulences de manière moins solitaire et moins tragique. Un enjeu clé qui me semble mériter d'être traité parce qu'il est au cœur des questions de transformation sociale, économique, écologique, c'est la question de l'eau. C'est de faire de l'eau et des cycles de l'eau le point focal d'une réflexion collective. Et je crois que ce qui se joue de fascinant dans l'eau, c'est que l'eau est une problématique qui traverse la barrière des espèces. On en fait l'expérience affective sous l'angle des sécheresses. La sécheresse, c'est bouleversant parce que c'est quelque chose dont on ressent le stress qu'elle génère à travers la barrière des espèces. Même à Paris, avec une plante d'appartement, alors qu'on s'est séparé des végétaux il y a des centaines de millions d'années, on ressent le stress d'un végétal qui est soumis à la sécheresse. Quand on traverse une prairie asséchée, une forêt qui perd ses feuilles, on le ressent dans nos corps. La sécheresse est un trauma partagé et ça nous replace directement dans la vulnérabilité mutuelle entre nous et les autres espèces. Et donc l'eau a une puissance de concernement qui, à mon sens, est très supérieure à la biodiversité, dont on voit bien qu'elle ne parvient pas à percer le mur du son de l'attention politique collective.